Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver avec Georges Spira. Et puis, on va quand même faire un rappel, mais bon, il n'y a qu'une semaine qui nous a séparés, puisque on s'est Ouais, vu déjà la semaine dernière. Donc, on est vraiment encore dans l'histoire. Et tu continues avec comment ça s'appelle, Alliance israélite, avec une histoire toute particulière. Je ne sais pas si tu l'as découvert là, mais en tous les cas, tu avais l'air très enthousiaste à propos de nous parler de cette histoire fascinante. tout à fait. Bonne étude à tous. Merci beaucoup, Johan. Oui, alors c'est vrai que les mémoires sont encore fraîches, mais on va quand même faire un rapide petit rappel. La semaine dernière, on avait parlé de l'alliance israélite entre 1930 et la période contemporaine, avec pendant la guerre son repli sur Vichy et son expulsion finalement en 1942. La perte aussi d'une grande partie de sa bibliothèque qui a été spoliée par les Allemands, et après la guerre, on n'a retrouvé qu'une partie de cette bibliothèque en Allemagne. 1943, De Gaulle nomme le professeur René Cassin président de l'Alliance israélite universelle. Et ça, c'est très curieux, cette nomination par De Gaulle. En fait, l'Alliance est un vrai relais de la francophonie, et c'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle s'y intéresse. Cassin est un résistant, il s'impliquera évidemment dans les droits de l'homme et travaillera aussi beaucoup au bénéfice des Juifs du RSS. L'Alliance israélite quitte progressivement les pays musulmans au fur et à mesure de leur accession à l'indépendance, à l'exception du Maroc, où elle restera implantée jusqu'à nos jours. Elle représente un vrai relais de la diffusion de la langue française, de la francophonie et de la culture française. C'est un cheval de bataille de l'Alliance israélite. Voilà, c'est comme ça. On peut en discuter longuement, mais n'oubliez jamais que ces gens ont fondé cette association en 1860, en pleine période de redevances et de remerciements exaltés à l'égard de la France qui a émancipé les Juifs. Alors, par contre, l'alliance israélite et le sionisme, nous en avons parlé, est un vrai problème, puisque l'alliance sera, si je veux être gentil, indifférente au sionisme, mais ça va beaucoup plus loin. Très souvent, elle sera opposée même au sionisme, ce qui ne l'empêchera pas de créer des écoles en Palestine, et notamment l'école de Mikvé Israël, qui sera la première école de formation agricole en Israël. Ceci au titre de l'aide à des communautés juives qui ont des problèmes. Voilà. Mais après des débats extrêmement houleux et difficiles, en 1918, l'Alliance soutient la création du foyer national juif, tout en rejetant, et ça c'est vraiment important parce que c'est un leitmotiv de l'Alliance, en rejetant la notion de peuple. Pour l'Alliance, les Israélites sont une communauté religieuse, une communauté cultuelle, une communauté éventuellement culturelle, mais en aucun cas un peuple. Or, c'est toute la différence entre l'idée de sionisme et de Am Israël, de peuple juif, et cette notion de l'Alliance israélite d'une unité culturelle ou cultuelle. Et ce sera le fond d'ailleurs de leurs problèmes. Ils vont évoluer avec le temps, mais ce sera assez difficile. Partout, dans la mesure du possible, l'Alliance soutiendra l'intégration des Juifs dans leur pays de diaspora d'origine, là où ils se situent, sauf dans les cas où ça n'est pas possible. C'est pour cette raison que là aussi, après des discussions très violentes, l'Alliance soutient le plan de partage de la Palestine en disant qu'il est des cas où les Juifs ont une impossibilité absolue de s'intégrer dans leur pays d'origine ou leur pays de diaspora. Et donc, à ce moment-là, Israël représente la solution au problème. Alors, ils soutiennent partout l'intégration, et sauf, encore une fois, dans les cas impossibles. On crée, pour illustrer cette intégration, après la guerre, l'UGECO, une organisation pour l'éducation et la culture juive en Europe. Donc, il s'agit bien de maintenir les Juifs en Europe. En 2010, l'Alliance a 20 000 élèves. Elle aura eu, pendant sa carrière, un impact extrêmement puissant sur les femmes et sur les jeunes filles pour leur accès à l'indépendance. Et nous allons l'illustrer, peut-être pas encore ce soir, mais la prochaine fois.
L'Alliance se heurte également au problème de la sécularisation, et là, elle va être vent debout contre les rabbins, notamment dans les pays musulmans, où nous avons un rabbinat, pas toujours évidemment, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais les petits rabbins de campagne sont rabougris, ternes, sont ont beaucoup de mal à transmettre une éducation, et elle s'oppose à ce rabbinat, qui évidemment perd ses prérogatives devant l'Alliance, et elle agit également dans le système judiciaire en essayant de soustraire les cas de tribunaux, des tribunaux rabbiniques, vers les tribunaux civils. C'est notamment le cas en Algérie de toute façon, mais au Maroc et en Tunisie. Et cette implication dans le système juridique fera apparaître l'Alliance comme un prolongement de la geste coloniale dans les pays musulmans. Alors, tout ce travail, notamment juridique, a comme but notamment la naturalisation comme français des Juifs de Tunisie et du Maroc. Et ils poursuivront ce travail jusqu'au départ des Juifs de ces deux pays. Je vous avais parlé un peu plus longuement de la Tunisie, surtout d'un personnage, David Kazès, professeur et ensuite directeur d'école de l'Alliance israélite en Tunisie, et qui, dans son programme, n'enseigne pas l'histoire des Juifs de Tunisie, excepté l'histoire de l'Antiquité, parce qu'il pense que ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, d'une façon très curieuse, cet homme va écrire une histoire, la première histoire des Juifs de Tunisie, extrêmement complète. Ces dates, c'est 1850-1913, donc on est vraiment à cheval sur le siècle. Et il veut enseigner l'histoire de France aux petits Juifs tunisiens avec un but, obtenir la naturalisation des Juifs tunisiens à la nation française. Il publie donc cette histoire des Juifs de Tunisie et qui s'arrête brutalement au moment du protectorat. Donc c'est bien clair. Dans l'esprit de Kazès, l'histoire des Juifs de Tunisie dure ce qu'elle dure et stoppe avec le protectorat français. À partir de là, ce ne sont plus des Juifs tunisiens à ses yeux, ce sont des Juifs français. Donc une autre histoire. Voilà. Alors il s'inspire du rabbin Abraham Cahen de Constantine, qui a aussi écrit un livre dans ce sens-là. Et pour écrire son livre d'histoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents en Tunisie, pour la période antique, il s'inspire évidemment de la Bible, de Tertullien et de Flavius Joseph. Et pour le Moyen-Âge, et là c'est intéressant, il s'appuie sur énormément de tchouvot de rabbins entre le 15e et le 17e siècle, des tchouvot qui nous montrent la situation des communautés et comment elles vivaient pas au Moyen-Âge, mais un petit peu plus tard. Voilà. Et puis après ça, je vous ai touché juste un petit mot du Maroc, de 1862 à aujourd'hui. En 1955, il y a au Maroc 85 écoles qui scolarisent 28 143 élèves, c'est beaucoup, c'est un grand chiffre. Mais avec l'arrivée au pouvoir d'Ahmed Balafrej, qui est le président de l'Istiklal étant un parti islamique, une grande partie de ces écoles passeront sous tutelle du ministère de l'Éducation marocain. Et puis la situation de la communauté juive du Maroc, notamment vers les années 60-61, deviendra extrêmement mauvaise, avec une impossibilité de communiquer par écrit avec la famille qui est partie en Israël et plein d'autres problèmes que nous verrons en son temps. Voilà. Et puis, encore un tout petit mot à propos de la Pologne, où l'Alliance est intervenue en 1919 et en Russie en 1922, mais là uniquement dans un but d'aide alimentaire, puisque ces communautés vivaient dans une situation de famine. Voilà, nous en étions là. Et évidemment, c'est des généralités que je vous raconte sur l'Alliance israélite. Encore une fois, je développerai au fur et à mesure quand on aura affaire à elle, pays par pays, parce qu'elle a eu plein de choses, elle a fait plein de choses, notamment au plan politique. Elle a été reçue à la Société des Nations, elle a fait de la politique en coulisses au bénéfice des Juifs, encore une fois, pas du peuple juif, mais des Juifs, des individus. Elle a travaillé à l'émancipation des Juifs, notamment en Russie et en Pologne. Elle a fait un grand travail
Elle a fait des grandes erreurs politiques aussi, des grandes erreurs probablement d'éducation, puisqu'elle s'est dirigée vers une éducation moderniste, mais en restant très attachée aux traditions juives. C'est important parce qu'ils n'ont pas jamais rejeté la pratique du judaïsme, bien au contraire. Mais ce n'étaient pas non plus des adeptes d'une orthodoxie. Ils étaient adeptes d'une tradition juive qui se transmettrait de génération en génération. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? À chacun d'en juger. Il faut encore une fois le lire avec les lunettes du milieu du 19e siècle et l'émancipation des Juifs. Voilà, ça c'est pour l'essentiel de la philosophie de l'Alliance israélite. Et j'avais encore un point à soulever, c'est un point d'histoire extrêmement intéressant. L'Alliance a étendu son influence vers l'Angleterre et surtout l'Allemagne. Pas son influence, mais a généré des associations avec les Juifs d'Angleterre et d'Allemagne. Avec l'Angleterre, l'affaire a été très vite réglée. C'est créé l'Association of Jewish of England ou un truc comme ça, l'AJA, qui a pris son indépendance, notamment pour des raisons politiques. Vous allez voir que les raisons politiques pèsent lourd dans tout ça. Avec l'Allemagne, c'est très différent. En Allemagne, ça va mal finir. Devant l'attitude notamment antisioniste de l'Alliance, l'antenne locale en Allemagne, l'antenne de l'Alliance, effectivement, va faire sécession avant la Première Guerre mondiale. Donc, nous aurons l'Alliance Allemagne qui se sépare de l'Alliance israélite universelle pour des raisons d'antisionisme, mais pas seulement, et c'est ce que je vais vous expliciter maintenant. Et donc, elle rejoindra la Hilfsverein der Deutschen Juden, c'est-à-dire l'association des Juifs allemands, un mouvement sioniste, pour le coup, là, largement inspiré des méthodes de l'Alliance israélite et qui sera créé en 1901 à Berlin par un monsieur qui s'appelle James Simon, qui est un industriel du coton et qui est surtout un proche du Kaiser, un proche de l'empereur Guillaume II. Et c'est intéressant de noter ça parce qu'une partie de l'Aliyah au début du XXe siècle, dans les années 1905-1910, sont des jeunes bourgeois allemands, des fils de familles bourgeoises qui vont monter en Palestine et qui vont défricher littéralement la Galilée notamment. Et il y a un bouquin qui raconte très bien cette histoire-là. Il s'appelle La Tour d'Ezra, c'est un roman de Köstler, mais qui raconte très bien cette alia des jeunes juifs allemands. Voilà, alors, comme dit, cette sécession ne se fera pas brutalement. Dès 1872. Alors, 72, c'est important comme date parce que 1872, c'est après 1870. Ça, je ne suis pas très intelligent pour vous dire ça. Seulement, en 1870, c'est passé une guerre. Et dans cette guerre, la France a perdu et l'Allemagne a gagné. Notamment, elle a annexé l'Alsace-Lorraine. Et les Juifs allemands reprochent à l'Alliance israélite de s'attacher à l'usage exclusif du français pour l'enseignement. Et le point de vue de l'Alliance israélite universelle, pour les Allemands, est exclusivement franco-français et elle cherche à conserver ses privilèges alors que la France a perdu la guerre. Alors, on soulève là un problème intéressant. Ces Juifs ou ces Israélites allemands ou Israélites français, est-ce qu'ils sont plus juifs ou est-ce qu'ils sont plus nationaux? Nous allons voir qu'ils sont en fait plus nationaux qu'israélites et ils s'attachent à la défense de leur pays. Ça, c'est quand même très, très surprenant quand on connaît la suite de l'histoire. Mais la suite de l'histoire, par définition, au moment où les événements se produisent, on ne la connaît pas. Donc voilà, ils veulent créer un Bund der Deutschen Israeliten, une fédération des Juifs allemands qui représenterait tous les comités de l'Alliance israélite universelle en Allemagne. Donc on a une multitude de comités à Berlin, à Hambourg, à Francfort, à Worms, etc. Et on veut fédérer tout ça dans une association à caractère strictement allemand. Au fond, la même chose que ce qu'ont fait les Anglais
avec l'Anglo-Jewish Association, l'AJA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais eux, ils ont fait ça en 1873 déjà. Alors, les Autrichiens procéderont de même en créant Israelitische Allianz zu Wien, l'Alliance israélite de Vienne. Donc, cette proposition émane de 84 membres allemands des différents comités de l'Alliance en Allemagne, sur 3500, 84. Et ils veulent cette fédération d'Allemagne, mais elle est rejetée. Nous sommes là, 1875, 80 par là. Alors le comité central à Paris, il sent un petit peu le boulet passer et il fait quelques efforts. Notamment, tous les documents de l'Alliance, à partir de là, seront rédigés en français et en allemand. C'est un petit effort. Par contre, dans les statistiques, les Juifs d'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Lorraine est devenue allemande en 1870, d'un commun accord, les Juifs d'Alsace-Lorraine sont comptabilisés dans les statistiques des Israélites français. Pourquoi, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et comme ça, pendant 30 ans, de 1872 à 1900, quelque chose comme ça, l'Alliance israélite française universelle et ses délégations en Allemagne travailleront en bonne intelligence, avec des petites rivalités, mais travailleront bien main dans la main. Pour autant, les revendications nationalistes ne sont absolument pas abandonnées, surtout après la fondation du sionisme politique, auquel adhèrent les Allemands, mais pas les Français, et le développement d'un mouvement pan-germaniste en Allemagne, le mouvement Völkisch. Alors, c'est un petit peu gênant de dire ça, mais ce mouvement Völkisch, c'est le mouvement qui inspirera ensuite Hitler. Mais ça, les Juifs allemands ne savent pas encore. Donc, pas mal de Juifs adhèrent à ce mouvement pan-germaniste et ils sont sionistes. Alors, il y a eu pas mal d'incidents. Ils ont voulu imposer l'allemand en Bulgarie. Finalement, en Bulgarie, ça se passe mal. On remplace le français par l'ivrite. Et l'Alliance israélite retire entre 1903 et 1911 8 de ces 11 écoles en Bulgarie. C'est une autre histoire que je vous raconterai quand on parlera de la Bulgarie. Ce n'est pas une très belle histoire. En tout cas, elle ferme 8 de ces 11 écoles. Ça va plus loin encore. Elle renvoie les élèves israélites bulgares de l'école agricole de Djedaïda en Tunisie. Alors, c'est une espèce de règlement de compte pas très sympathique, mais il s'est passé des choses politiques à l'Alliance israélite qui ne sont pas toujours de la plus belle veine. En 1901, il y a la création du Hilfsverein der Deutschen Juden, fondé par Simon, donc l'ami de l'empereur, sur ordre d'ailleurs de l'empereur Guillaume II. Et ce Hilfsverein, donc cette association des Juifs allemands, a pour but de lutter contre l'influence française sur les communautés juives d'Orient. Alors pourquoi cette histoire-là? Parce que figurez-vous que l'empereur Guillaume II, vous connaissez cette histoire, est venu se promener en Palestine, où il a rencontré d'ailleurs Herzl. On raconte l'histoire de la route de Tel Aviv à Yerushalayim, qui a été élargie pour qu'il puisse passer avec sa calèche. Et quand il s'est promené en Palestine, il s'est rendu compte que l'argent de juifs allemands servait à enseigner le français dans des écoles de l'Alliance israélite. Alors il est furieux. C'est inacceptable que l'argent de juifs allemands, n'est-ce pas, serve à enseigner le français. Et donc là-dessus, Simon crée cette association des juifs allemands. Et ce Hilfsverein va se scinder, va se séparer en 1910 de l'Alliance israélite universelle. Ce sera un redoutable concurrent pour l'Alliance. C'est un peu dommage, au lieu de travailler tous dans le même sens, ils vont s'éperonner pour avoir un peu plus d'influence dans tel pays ou dans tel autre pays. Et notamment, ils seront concurrents dans les Balkans et évidemment également dans l'Empire ottoman qui est largement sous influence allemande. En 1902, un médecin mulhousien, sioniste, ça existe même en Alsace, qui s'appelle le docteur Alfred Elias. Alors moi, je suis originaire de Mulhouse, mais ça ne me dit rien. Je ne connais pas de famille Elias à Mulhouse, en tout cas plus aujourd'hui. 1902, ce docteur Alfred Elias
va tenter sans succès de renverser la direction de l'Alliance israélite à Paris. Le comité central, il est hostile à la France. N'oublions pas, 1902, Mulhouse est allemande. Il est hostile à la France et surtout, c'est un sioniste et il combat la politique non sioniste ou anti-sioniste de l'Alliance israélite universelle, et il combat également son esprit assimilationniste, c'est-à-dire c'est un homme religieux, sioniste et pan-germaniste. Alors il a tout pour plaire à l'Alliance à Paris et il essaye donc de la renverser. Bon, alors ça ne marche pas, il ne réussit pas son coup, mais il y a une vraie lutte sur l'enseignement du français, de l'anglais ou de l'allemand dans les différentes écoles de l'Alliance, et une lutte qui est prônée par les différents comités de l'Alliance dans le but de favoriser le commerce et l'influence de leur pays d'origine sur les pays où se trouvent ces écoles. Par exemple, les Juifs d'Irak demanderont que l'enseignement soit fait en anglais lorsqu'ils auront été occupés par l'Angleterre, et ça, c'est qu'un exemple. Donc, la transmission de l'anglais, de l'allemand ou du français favorise le commerce international avec le pays dont on parle la langue, et donc il y a là une lutte entre ces différents comités israélites de l'Alliance qui sont donc quelque part plus nationaux que universels. Voilà, c'est comme ça. Ça va très loin. Le Quai d'Orsay versera des subsides à l'Alliance israélite pendant toute la période de la guerre, alors qu'on est en train de pourchasser les Juifs d'un côté, mais d'un autre côté, l'Alliance assure la présence de la francophonie dans les pays musulmans. La conférence allemande exigera que l'allemand soit la langue de l'enseignement dans toutes les écoles de l'Alliance israélite, et ils tenteront de prendre le contrôle de l'Alliance à Istanbul et à Jérusalem. Et donc, ce que je vous ai dit avant, en 1910, la rupture est inévitable et l'Alliance israélite dissout la Deutsche Konferenz, donc la conférence des alliances, des bureaux de l'Alliance en Allemagne. Évidemment, c'est le point de rupture. Les Allemands lancent une cabale contre Narcisse Leven et surtout contre Salomon Reinhard, qui sont deux membres du comité français, qui sont accusés d'athéisme et de favoriser l'enseignement laïque. C'est peut-être pas tout à fait faux. Athéiste, certainement pas, il ne serait pas à l'Alliance. De favoriser un enseignement laïque, probablement oui. Et la Freie Organisation der AIU, donc l'organisation libre de l'Alliance israélite universelle, donc l'organisation spécifiquement allemande, se rallie en 1914 au mouvement pan-germaniste et prend parti contre l'Alliance. Alors, c'est un peu difficile pour l'Alliance à Paris, parce que cela prive de la moitié de ses 30 000 adhérents, c'est beaucoup, mais pas seulement. Ça la prive aussi du soutien de beaucoup de personnages influents, notamment des Juifs allemands installés aux États-Unis, qui ont du poids et qui, par atavisme avec les Allemands, vont systématiquement prendre position contre l'Alliance israélite universelle. Et puis, après 1918, s'amorce le démantèlement de l'Empire ottoman, une zone d'influence extrêmement importante pour l'Allemagne. Et à partir de là, la Hilfsverein, donc l'association allemande de l'Alliance, va commencer à perdre de son influence et va renouer avec l'Alliance israélite universelle. Donc, en fait, une rupture qui aura duré une petite dizaine d'années, violente, et qui va probablement pour partie retarder des projets. Mais finalement, tout rentrera dans l'ordre en 1918. Quant à l'AIA, l'Alliance l'Anglo-Jewish Association, elle avait été créée dès 1873. C'est une branche de l'Alliance israélite. Ce sont des élites intégrées et bourgeoises. Elle est antisioniste. Alors ça, vous n'allez pas être étonné. Elle ne soutiendra pas la déclaration Balfour et aura une position calée en fait sur les positions du Foreign Office dans cette région du monde tellement convoitée. En 1914, la branche allemande de l'Alliance défend becs et ongles son pays,
ça ne vous surprendra pas. Et voilà, j'en ai à peu près fini avec l'histoire générale de l'Alliance. Bien. Alors ça, c'est pour les généralités. Les détails viendront au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui me tient énormément à cœur. J'ai eu la chance d'avoir des documents authentiques, originaux, d'un couple de directeurs qui ont travaillé pour l'Alliance israélite. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Je vais vous la raconter très en détail, plus que je le ferais normalement, mais parce que toute leur histoire est tout à fait symbolique de trois choses. Premièrement, la situation de communautés juives en terre d'islam. Alors évidemment, on va parler d'Ispahan, c'est peut-être la pire des situations. Il se trouve que c'est les documents que j'ai eus. Deuxièmement, ça va nous montrer l'engagement, le dévouement des directeurs et des instituteurs de l'Alliance au bénéfice de ces communautés. Troisièmement, ça nous montrera l'implication de la centrale à Paris dans ces programmes d'éducation, mais également une incompréhension, une incapacité de se mettre au niveau de la situation dans ces pays. Donc, d'un côté, un très bon travail, et d'un autre côté, une difficulté à comprendre ce qui se passe. Donc, voilà cette histoire. Alors, dans ce couple, je vous parlerai plus de madame que de monsieur, parce que madame a fait un travail extraordinaire, monsieur d'ailleurs aussi, mais c'est sur elle qu'on va appuyer, parce qu'elle a apporté énormément aux femmes et aux petites filles d'Ispahan. Donc voilà, Albert est né à Karnobat. Karnobat, c'est une ville en Bulgarie, et sa famille habite ce village, cette petite ville de Bulgarie, depuis 4 siècles. En fait, la famille a fui l'Espagne en 1492, et après 24 ans de tribulation, imaginez-vous ce que c'est. Papa, maman et des enfants qui se promènent pendant 24 ans à travers l'Europe jusqu'à ce qu'ils trouvent un point d'ancrage, un point de chute. Donc, au bout de 24 ans, ils arrivent à Karnobat, et cette famille ne quittera jamais cette ville de Karnobat jusqu'à la... Alors, la famille en question quittera plus tôt, mais d'autres membres de cette famille resteront jusqu'à l'époque allemande, mais ça, c'est une autre histoire pour plus tard. Donc voilà, il est né à Karnobat, et il débute une carrière d'instituteur à l'Alliance israélite en 1887. Savoir que pour devenir instituteur, c'est une promotion. Il a été envoyé à Paris et on l'a formé comme maître à l'ENIO, l'école normale israélite d'Orient, et donc c'est une vraie promotion. Il gravit les échelons, deviendra inspecteur, et cet homme ne prendra sa retraite qu'à l'âge de 90 ans, parce qu'il voulait enseigner, que c'était sa vocation, que c'était un idéal, et il va travailler jusqu'à l'âge de 90 ans. 70 ans d'enseignement, c'est pas mal. C'est exactement le rythme de nos instituteurs en France aujourd'hui. Alors, cet engagement n'a été possible que parce qu'il a été soutenu par une femme, sa femme, qui s'appelle Clara, qu'on appellera ensuite Claire. C'est son épouse. Elle fait complètement corps avec sa mission. Elle est totalement engagée et partie prenante de cette mission d'éducation et d'enseignement, et notamment de ce projet de créer des écoles en perse. Alors, Clara Toledo, c'est son nom de jeune fille, dont la famille n'est pas originaire de Francfort d'après son nom, encore une famille expulsée d'Espagne, évidemment, est née en 1879 à Constantinople, donc dans l'Empire ottoman. Son père est médecin, il décède quand il a 49 ans. Notre petite Clara, elle a une douzaine d'années et se retrouve orpheline, très petite. C'est une bonne élève, elle est intelligente, et pour la récompenser, c'est un engagement de la famille aussi, c'est un engagement de la maman, c'est pas facile. On l'envoie à l'âge de 15 ans à Paris pour rejoindre son frère qui est déjà élève de l'ENIO.
Alors, on en a une petite jeune fille qui part pour se former comme institutrice. Et vous imaginez l'angoisse et aussi l'émotion de faire un voyage de plusieurs jours toute seule dans un train pour débarquer dans une ville qu'elle ne connaît évidemment pas après plusieurs jours. Alors, il lui fallait apprendre et travailler pour réussir. Mais c'est une femme qui est pugnace. Elle s'accroche, elle réussit très bien et elle veut prouver à sa famille qu'ils ont eu raison de lui faire confiance et qu'ils ont eu raison de lui donner cette opportunité d'accéder à une instruction supérieure. Elle passe le concours de l'école de filles, le brevet, et le brevet terminera ses 3 premières années d'études. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans l'école des filles? On apprend les matières classiques, évidemment, plus l'hébreu, l'histoire juive, la Bible, la couture, la cuisine, c'est très vaste. Et il y a également un cours de pédagogie pour apprendre à enseigner aux petits élèves qu'on va avoir. Le Shabbat, on va à la synagogue de la Victoire, où officient 2 grands rabbins qui vont s'investir dans l'Alliance israélite, surtout l'un des deux, c'est Tzadok Khan, l'autre est le grand rabbin Lazare Isidore, et c'est là-bas qu'elle prie. Pendant ces 3 années d'études, elle est chaque année prix d'excellence, et à la fin des études, on veut reconnaître ses mérites. Elle reçoit de la part de l'Alliance une montre et un livret d'épargne avec 100 francs, une somme que dans ses rêves les plus fous, elle n'espérait pas posséder. Donc voilà, on reconnaît ses mérites et on la récompense. Et puis on lui donne un premier poste. Elle part et elle rejoint Andrinople. Andrinople, c'est encore une fois une ville dans l'Empire ottoman, à l'est de la Turquie, où elle fait la connaissance d'Albert. Ce jeune directeur, lui, avait écrit une lettre quand il est arrivé en poste à Andrinople, une lettre où il est scandalisé sur la situation à son arrivée. Cette lettre, je vous l'ai lue, pas la dernière fois, la fois d'avant. C'est une lettre terrible. En gros, je vous rappelle les termes, 900 élèves étudient dans une école, dans une saleté repoussante, apprennent dans une ruine où l'eau dégouline de partout, en guenilles, se vautrant dans la crasse, sous l'œil indifférent de rabbins vieillis avant l'âge, échine courbée et aux yeux éteints. C'est ce qu'écrivait Albert Confino quand il est arrivé en poste à Andrinople. Pas le problème de Paris, hein. Il reste complètement sourd à cette lettre et Albert Confino demande à plusieurs reprises de l'aide, il faut arriver à quelque chose. Et c'est qu'en 1897, ça fait déjà 10 ans qu'il est à Andrinople, que M. Bénédicte, qui est inspecteur à l'Alliance israélite universelle, arrive en Turquie pour faire une tournée d'inspection et prend conscience de la situation. Et il dit, comment avez-vous eu le courage de vous maintenir ici? Venez me voir à Paris. La baronne de Hirsch, mise au courant par Albert, lui attribuera un budget de 100 000 francs qui permettra de construire une nouvelle école. Ça, c'est Andrinople. Mais l'Alliance israélite a des principes. Elle veut bien financer à condition que les communautés payent 25% des investissements. Considérant que ce qui est gratuit ne vaut rien, considérant aussi que si une communauté ne s'investit pas, l'éducation ne peut pas aboutir. Ce n'est pas tout à fait faux comme raisonnement, sauf que ça s'applique à des gens qui n'ont pas de moyens. Alors, la protestation, on ne peut pas, il n'y avait pas question, on ne peut pas, mais finalement, on réunit quand même la somme et une école de filles et une école de garçons voient le jour. C'est le premier poste de Claire, qu'on appelle maintenant de Clara, mais qui a changé son nom en Claire. Elle est pleine d'énergie. Elle établit un programme, des projets avec l'aide du directeur de Albert. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il se rapproche par un idéal commun, l'idéal de l'Alliance israélite, et aussi un amour de l'enseignement qui les envahit. Alors, cet idéal de l'Alliance israélite, ça va peser très lourd dans leur vie, parce qu'ils sont reconnaissants à cette alliance
de ce qu'elle leur a apporté, l'accès à une éducation supérieure. Mais il y aura un prix à payer qui est extrêmement élevé. Vous allez voir ça dans la suite du récit. Donc voilà. Alors, il faut quand même attendre 2 ans pour que la directrice de l'école de filles, Madame Sarah Unga, accepte d'être l'intermédiaire pour déposer la demande en mariage. Mais ça ne suffit pas. Figurez-vous qu'il faut l'accord du comité central de l'Alliance israélite pour célébrer ce mariage. Bon, alors ils sont d'accord, ça va bien, tout va bien. Le mariage est fixé au 11 avril 1900 à Bourgas, en Bulgarie. Mais récemment, il y a eu un deuil dans la famille, donc ce mariage sera extrêmement discret, sans faire part, sans fête. On les marie à la choule, la famille est là, et on fait un petit repas, et l'affaire, elle est réglée. À peine mariés, on leur confie une nouvelle mission. Fonder des écoles en Perse. Nous sommes donc en 1900, en avril. Fonder des écoles en Perse et spécifiquement à Ispahan. Alors, ils auraient pu refuser pour différentes raisons, mais ils acceptent, ils sont d'accord et on leur signifie qu'ils recevront des instructions une fois qu'ils seront arrivés à Istanbul. Claire, elle a 21 ans et elle écrit à Paris « Je sais que ce voyage sera périlleux, mais je vous remercie pour cette mission et pour la confiance que vous m'accordez et comptez sur mon dévouement. » Ce dévouement est sans limite, sans fin. Vous allez voir. Alors, ce jeune couple, il ne sait rien de ce pays. La Perse, c'est loin. On ne sait rien de la Perse, ou pas grand-chose. C'est carrément un autre monde. Alors, ils doivent transmettre des rapports à Paris, ça vous le savez, tous les 15 jours, et ces rapports nous éclairent sur leur voyage. C'est un morceau d'anthologie, ce voyage. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme instruction à Istanbul? La voici. Monsieur, le chemin le plus court pour vous rendre à votre poste est Constantinople, Batoun, Bakou, Enzeli, Recht, Téhéran, Ispahan. Attention, Constantinople, c'est la Turquie, hein, donc c'est tout un tour qu'il faut faire. Zéou, terminé, fini. Voilà le chemin qu'il faut prendre. Et après, débrouillez-vous. C'est un peu léger comme instruction pour un jeune couple, même si on parie sur l'esprit d'initiative des dirigeants ou des cadres de l'Alliance israélite. En plus, Claire est en début de grossesse. Ça ne va pas arranger les choses. Et donc, par précaution, la maman de Claire sera du voyage et elle s'occupera du bébé une fois que ce bébé sera là, pour que Claire puisse assurer et remplir sa tâche. Très bien. Donc, le voyage démarre, il est ubuesque. Je vous le raconte. Départ le 23 octobre 1900. Il y a une loi. Aucun juif, quelle que soit sa nationalité, ne peut pénétrer en Russie. Et donc, il leur faut un visa de la France qui ne sera valable que 8 jours pour aller à Bakou, qui est sous autorité russe à l'époque. Alors, ils arrivent à Batoun en 24 heures, ça va très bien. Puis, il y a 12 heures de train pour Bakou. Mais Claire, elle est malade. Alors, on reporte le voyage de 24 heures. Et là, ils ont eu déjà beaucoup de chance pour commencer, parce que le train qu'ils devaient prendre, il a un accident qui fait 20 morts. Donc, au moins, ils ont échappé à ça. C'est déjà pas mal. Finalement, ils vont arriver à Bakou et on attend le bateau. Il y a 2 bateaux par semaine qui voyagent vers la Perse. Et les lettres rendent compte des dépenses et nous apprennent qu'il est impossible d'embarquer parce qu'il y a un orage. Alors, ils doivent rendre compte de chaque sou dépensé. Petite parenthèse, pourquoi on est tellement scrupuleux sur les sous? Parce que figurez-vous que pendant plus de 120 ans, disons une bonne centaine d'années, systématiquement, la gestion, la comptabilité, l'administration de l'Alliance a été confiée à des Juifs alsaciens. M'excuse, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais ça ne s'invente pas. Pourquoi des Juifs alsaciens? Parce qu'ils sont réputés très rigoureux, très honnêtes et près de leurs sous. Donc, ils vont veiller sur les sous de l'Alliance et ce seront toujours des fonctionnaires alsaciens
qui assureront la comptabilité. Donc, il faut rendre compte de chaque sou qui est dépensé. Donc, voilà. Alors, on attend le bateau et leurs lettres qu'ils écrivent avec donc les comptes rendus de dépenses. J'ai vu des documents où vous avez pour le manger, pour ceci, pour cela, tout est noté, chaque détail, chaque centime. Il est impossible d'embarquer. Alors, finalement, quand ils peuvent partir, ils ont réservé leur place sur le bateau, mais il n'y a plus de place. Parce qu'un général russe est venu, qui a réquisitionné tout le bateau, ils ne peuvent pas embarquer. Elle écrit, on est à la limite des pays civilisés, là où le droit finit, où l'arbitraire commence. Et c'est vraiment le cas. Alors, ils retournent à l'hôtel, et puis le départ est reporté au mardi soir suivant, ils prennent la mer, mais en mer, il y a une terrible tempête. Alors, pauvre Claire, elle est très malade, elle est en début de grossesse, les dames présentes à l'écran savent ce que c'est qu'une grossesse. Heureusement, il y a un médecin à bord, il s'appelle Dr Schneider et c'est le médecin du Shah d'Iran. Un personnage important, il la soigne, il est très très dévoué, il passe 2 nuits à son chevet, mais il dit à son mari, je sauverai la mère, mais je ne peux pas vous garantir de sauver l'enfant. Bon, ce n'est pas très sympathique. Et puis, le bateau continue dans la tempête. Et puis, il arrive à un endroit où il y a des hauts fonds, qui s'appelle la barre d'Enzeli. Impossible de franchir la barre d'Enzeli. Le bateau fait demi-tour, il retourne à Bakou. Et le docteur Schneider dit à M. Confino, il n'est pas plus question de voguer avant l'accouchement. Oui, mais il y a un problème. Ils n'ont pas le droit de rester en Russie. Leur visa, il a expiré depuis pas mal de temps déjà. Alors, le certificat du médecin ne sert à rien, ça ne change rien. Il va se débrouiller, il leur trouve une logeuse qui accepte de les loger jusqu'à l'accouchement de façon discrète sans que personne ne sache rien. Donc, elle accouche. Le couple a toutes sortes de frais, ils osent à peine l'écrire à la centrale, ils osent à peine révéler le montant de leurs dépenses parce que vous savez, quand on vit en clandestinité, ça coûte cher. Ils osent à peine le dire. Mais bon, voilà. Alors, elle n'est plus en très bonne santé, cette pauvre Claire, elle a accouché. Le climat est épouvantable, il fait moins 20 degrés. Malgré tout, ils décident de partir. La météo est catastrophique, mais ils ont peur d'être découverts par les Russes. Et s'ils sont découverts par les Russes, c'est une sale histoire. Alors, ils partent seuls, il n'y a pas de caravane, accompagnés d'un garde armé. Ils quittent Bakou le 26 février 1901. Je vous donne des dates précises parce qu'elles sont importantes pour la suite, vous allez voir. Après 4 mois passés à Bakou au lieu de 8 jours. Et puis ils prennent le bateau pendant 8 heures. Ensuite, 4 jours de chaise de poste, vous savez, c'est calèche avec un cheval devant, qui les mène de Recht jusqu'à Téhéran. Sauf que ce voyage qui aurait dû durer 4 jours, il y a une tempête. Ils sont bloqués au milieu de nulle part, sur la route, dans une voiture où il n'y a pas de vitre aux fenêtres, il n'y a pas de bâche sur les malles. Il pleut à verse. Ils ne peuvent pas se changer parce que tous les vêtements ont été trempés dans les malles. D'ailleurs, elle écrit que pratiquement, ils ont été obligés de pratiquement jeter toutes leurs affaires. Et vous voyez un petit peu la situation au milieu de nulle part avec un tout petit bébé prématuré en plus. Et Claire écrit, « Monsieur le directeur à Paris, vous aviez raison de compter sur mon dévouement. Peu de gens peuvent savoir ce que j'ai souffert durant ce long voyage qui a failli me coûter la vie. Je me demande comment j'ai pu résister. » Pour qu'elle écrive ça à la direction à Paris, il faut croire qu'elle en a vraiment gros sur l'estomac. Alors, 8 jours avant Pessah, Claire et Albert et le petit bébé qui s'appelle Eliezer sont à Téhéran. Et dès qu'ils arrivent, le consul d'Angleterre s'adresse à eux pour leur dire « ce serait très bien que l'enseignement se fasse en anglais ». Ce n'est pas du tout les instructions qu'ils ont. Ben, ça commence bien. Et vient vers eux le consul de Russie. Je rappelle qu'il n'y a pas de consul de France. Il représente les intérêts français et leur dit « vous aurez beaucoup de difficultés, je crains les intrigues du clergé musulman.
il est tout puissant à Ispahan, et surtout le mollah Hajj Dardashi. Pas la peine de retenir les noms, c'est un monsieur qui peut passer dans la poubelle de l'histoire et de la mémoire. Alors le plus dur est à venir, pourtant c'était déjà pas mal jusque-là, mais le plus dur est à venir. Après Pessah, on part pour Ispahan, c'est-à-dire entre 15 et 18 jours de voyage. Il faut une tente, de l'alimentation en grande quantité, et puis ils emportent aussi un lit, 6 chaises, la vaisselle, des casseroles, et un bébé né prématurément qui a 3 mois. Pas très facile tout ça, vous imaginez bien. Le récit de Claire. 12 jours de chaleur torride, des jours sans un brin d'herbe. On dormait à la belle étoile ou dans un caravansérail plein de vermine. Nous avons été piqués par des scorpions, par des moustiques. Nous manquions d'eau et l'eau trouvée est soit salée, soit calcaire, mais toujours la bienvenue. Réfléchissez un peu, c'est terrible ces conditions. Ça fait 4 mois et demi, 5 mois qu'ils sont en voyage. Et ils font un arrêt à mi-chemin entre Téhéran et Ispahan dans une ville qui s'appelle Kashan. Et là, il y a des scènes extrêmement touchantes qui se déroulent. Les Juifs de Kashan ont marché 4 heures dans le désert pour venir à leur rencontre. À leur vue, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont brûlé de l'encens. Une foule en liesse, heureuse de voir ces Juifs qui arrivent de loin. Et ces Juifs de Kashan les invitent, ils espèrent les garder chez eux à tout prix. Évidemment, ce n'est pas les instructions qu'ils ont, et eux, ils doivent partir à Ispahan. Et donc, le lendemain matin, il y a un récit sur des adieux déchirants, alors qu'ils n'ont passé finalement qu'une nuit ou une journée à Kashan. Vous voyez l'espoir qu'ils font naître aussi chez ces Juifs qui sont dans ces villes ou ces villages de Perse. Alors, à Ispahan, ils vont avoir un accueil équivalent. On abat des moutons, on les appelle Mashiach, imaginez-vous. Un vieillard de 85 ans a marché des heures dans le désert à leur rencontre, sous le soleil, pour baiser la main d'Albert et lui dit « Maintenant, je peux mourir ». Il soulève un espoir extraordinaire dans ces communautés. Un notable de la ville a repoussé la mila de son fils de 6 mois pour que Albert et Claire soient parrain et marraine de son bébé. C'est un formidable espoir qu'ils font naître. 6 mois après leur départ, 6 mois pour aller d'Andrinople jusqu'à Ispahan, ils prennent leur poste le 10 mai. Alors, quel est l'état de cette communauté? Albert fait un constat. Nulle part, les Israélites n'ont eu à souffrir autant de l'hostilité populaire comme ici. Ils ne peuvent solliciter ni les consuls, ni les gouverneurs sous peine de calamité. Le système est un système féodal. Le gouverneur ne pense qu'à son enrichissement personnel. Tous les moyens sont bons. Les Juifs sont en butte au clergé musulman, aux mollahs, aux prêtres, aux moudjahidines, qui sont les prêtres des mosquées, aux Seyyed, le descendant de Mahomet, qui organise des persécutions. Tout ceci dans un seul but, les convertir à l'islam. Leurs souffrances sont sans fin. Les restrictions viennent de toutes parts, qui font des Israélites, je mentionne des Israélites, des parias, des êtres maudits avec lesquels on peut tout se permettre. Tout ce que touche un juif est impur. C'est la loi en Iran, on en avait déjà parlé. Ils n'ont pas le droit de travailler au bazar, excepté au bazar de Téhéran. Ils habitent des masures en pisé. Voilà une description d'Albert sur ce qu'il trouve à Téhéran. On a d'autres renseignements également. À sa mort, tous les biens d'un juif reviennent aux membres de sa famille, aussi éloignés soient-ils, qui se seraient convertis à l'islam. Donc vous voyez qu'il y a aussi un intérêt à se convertir à l'islam. C'est toujours le même projet, convertir le plus possible les juifs à l'islam.
Donc, s'il y a un arrière-petit cousin au 18e degré converti à l'islam, c'est lui qui va hériter tous les biens de la personne qui est décédée. Il en résulte de cet état de fait une absolue léthargie des Juifs qui n'ont aucun courage au travail, ils sont sans force et baissent l'échine. Et ça, c'est très important. Ils trouvent une communauté hébétée, sidérée, totalement léthargique. Donc, il va falloir les chercher de très, très loin. Leur habitat, un ghetto aux murs sans porte ni fenêtre. Au sol, écoutez bien ça, c'est incroyable, dans la rue, au sol. Pas pour toutes les habitations, mais pour un certain nombre. Il y a de grands trous très dangereux. C'est par là qu'ils rentrent chez eux. Ils rampent comme des rats. Après, il y a un escalier en collimation vers des souterrains sombres, puis après plein de détours, une cour à ciel ouvert où débouchent toutes les pièces de l'habitation. Pas de fenêtres dans les chambres. Dans la synagogue, pas d'ornement de Torah, pas de ner tamid, lumière éternelle. Le cimetière n'a ni clôture ni pierre tombale, ce qui fait que très souvent, les hyènes déterrent les corps et les dévorent. Alors, cette description-là, elle date de 1878. Et en 1878, j'y reviendrai tout de suite après, un délégué de l'Alliance israélite est venu à rencontrer le Shah qui lui a donné son accord pour l'ouverture, pour l'implantation de l'Alliance israélite à Ispahan. 1878. Il faudra attendre 22 ans pour que l'administration donne les autorisations de construire l'école. Voilà l'état dans lequel Albert trouve cette communauté. Ispahan, pourtant, 3 siècles avant, était une métropole des arts, une ville avec des dômes bleus vernissés, donc signe vraiment de richesse, des dômes de mosquées. Et 3 siècles plus tard, ce n'est plus qu'une ville en ruine, c'est l'ombre du passé, tout tombe en ruine, tout se dégrade dans une indifférence générale, là on ne parle pas des Juifs, des Perses eux-mêmes. Au début du XXe siècle, la population d'Ispahan, en règle générale, s'est considérablement agrandie et appauvrie sous l'influence des mollahs. C'est tout le bénéfice économique et moderniste des mollahs. On voit ça encore aujourd'hui. Nous avons une description d'un écrivain français qui s'appelle Pierre Loti et qui dit la chose suivante. Difficile d'imaginer la saleté plus repoussante que celle des rues du bazar. Des odeurs nauséabondes, une cohue de gens, la barbe peinte couleur cuivre, grouille, crie dans ses boyaux, faisant un vacarme infernal. Alors, la barbe couleur rouille, parce qu'il y a une tradition qui dit que le prophète avait une barbe rousse, et donc tous ceux qui n'ont pas une barbe rousse la teintent avec du henné ou je ne sais pas quoi, en couleur rousse pour ressembler au prophète. Ça se fait encore aujourd'hui, notamment dans les milieux djihadistes. Voilà. Alors, voilà l'état de la communauté israélite à l'arrivée d'Albert et Claire en 1901. Il y a 6000 Juifs à Ispahan. C'est, semblerait-il, la plus ancienne communauté juive de Perse, datant du premier temple, et il y a un historien arabe du XIIIe siècle qui s'appelle Aboul Farj, qui croit que la ville a été fondée par une colonie de Juifs emmenés en esclavage par Nabucodonosor lors de la destruction du premier temple. C'est une hypothèse qui est avancée, elle n'est pas avérée, elle n'est pas vérifiée, mais ce n'est pas tout à fait impossible. Leur histoire n'est qu'une succession de douleurs, sauf pendant une période qui s'étend du 3e au 7e siècle, du temps de l'Empire sassanide. Alors les Sassanides ont été des musulmans, on en a déjà parlé dans d'autres régions, qui sont relativement ouverts, relativement tolérants, notamment à l'égard des infidèles, mais bon, ça a été une période. Près d'Ispahan se trouve le tombeau, alors c'est une histoire de ce qui s'est passé avant l'arrivée d'Albert Codfino, se trouve un tombeau, le tombeau de Sarah Bat Hacher, qui serait mentionné dans la Torah lors du dénombrement
des Hébreux descendus en Égypte avec Yaakov. Alors, vrai ou faux, peu importe, c'est en tout cas un lieu de pèlerinage en Perse. Et en 1888, nous sommes là avant l'arrivée de notre directeur, un pèlerinage se déroule comme d'habitude, on festoie, il y a des réjouissances, des feux de joie. Et puis, les musulmans accusent les juifs d'avoir brûlé un Coran et d'avoir frappé un mollah et d'avoir répandu du vin dans la mosquée. C'est un prétexte, hein, c'est un prétexte pour se défouler et pour piller ce qu'on peut piller. Il n'y a vraiment pas grand-chose à prendre. Les Juifs d'Ispahan rapportent les faits à l'Alliance israélite. Alors, ce qui est intéressant là, c'est, je ne sais pas trouvé, comment les Juifs d'Ispahan ont eu connaissance de l'existence de l'Alliance. Parce que si un inspecteur de l'Alliance est venu en 1878 pour voir la situation, c'est suite à une lettre dont je vais vous parler tout à l'heure, qui leur a été envoyée par des notables d'Ispahan. Comment ils ont eu la connaissance, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les Juifs écrivent à l'Alliance, voilà ce qui s'est passé. 200 musulmans se sont jetés sur les Juifs, une centaine ont eu bras et jambes tailladés, les autres ont été plus ou moins blessés. Le lendemain, le quartier juif a été pris d'assaut. 2 Juifs dans la rue ont été tués et leurs cadavres traînaient toute la journée à travers la ville. Le lendemain, une nouvelle attaque qui avait comme but de violer les femmes et les jeunes filles et de piller les maisons. Et ce n'est que grâce à l'intervention du fils du Shah, Sel es-Sultan, qui est intervenu, que nous n'avons pas tous été tués. Alors ce monsieur, Sel es-Sultan, on va le revoir. Le Shah n'est pas content de ces situations. Le Shah d'Iran. Seulement, c'est loin. Comment est-ce qu'il va faire appliquer ces décisions? Il y a des gouverneurs locaux, il y a un pacha, il y a des mollahs. Et ils font leur petite salade, comme on l'a vu en Égypte, comme on l'a vu dans d'autres pays. Albert Confino rapporte un témoignage qu'on lui a fait de 1897, donc 4 ans avant son arrivée. Il y a eu des troubles graves. Pour détourner la haine du peuple, le pacha promulgue une fatwa. Les Juifs doivent porter une rouelle rouge. Ils doivent avoir les cheveux coupés. Ils sont vus comme des personnages inférieurs parce que le seul travail qu'ils puissent faire, qu'on leur autorise, est le commerce d'habits usés qui les avilit. C'est le seul moyen qu'ils ont pour survivre. Toutes les autres professions leur sont interdites. L'éducation leur est fermée aussi. Ça, c'est un point important. Ils n'ont plus le droit d'aller à l'école en Iran, en tout cas à Ispahan. Et c'est cette décision-là qui amène l'Alliance israélite de décider de l'ouverture d'écoles pour les Israélites d'Ispahan. La population juive est intentionnellement maintenue dans une énorme, terrible pauvreté, tout ceci toujours dans le but d'obtenir des conversions. Ils obtiendront des conversions. On ne peut pas dire qu'elles soient massives, mais elles sont significatives. Pour échapper à cette terrible misère, pas mal de Juifs se sont convertis à l'islam. Peu avant l'arrivée d'Albert, en janvier 1901, je vous rappelle qu'ils sont arrivés au mois de mai, le cheikh harangue la foule. La religion se perd car les Persans s'enivrent. Il faut détruire l'alcool dans tout le pays. Là-dessus, la foule envahit le quartier juif, vole, pille et ce qui reste est brûlé sur place. Tous les Juifs sont roués de coups et le cimetière est profané. 6 mois avant l'arrivée d'Albert Confino. Le Shah est très fâché. Il est irrité et il envoie une somme de 1000 touranes, c'est l'unité monnaie persane, aux Juifs qui ont le plus souffert. Et il envoie cet argent sur sa cassette personnelle. Dire que le Shah n'épouse pas tout à fait ses thèses extrémistes. Cela dit, il couvre beaucoup. Ce n'est qu'avec l'arrivée des Pahlavis en 1925 que vraiment la situation va changer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré leur extrême pauvreté, les Juifs ne prendront pas un sou de cet argent. Tout l'argent sera réservé à la réfection du cimetière et à monter un mur autour du cimetière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Je vous ai dit tout à l'heure, les Juifs d'Ispahan ont écrit à l'Alliance israélite. Quelques années plus tôt, ils avaient écrit, et c'est ce qui a décidé l'Alliance à agir. Voici cette lettre. Un résumé, les points essentiels. Depuis 1 an et demi, les Moudjahidines nous maltraitent cruellement et nous ont imposé 3 restrictions. Les musulmans ne doivent rien acheter aux Juifs et ils sont libérés de toutes les dettes qu'ils auraient pu contracter auprès d'eux. Il est interdit aux Juifs d'aller au marché pour leurs activités. Et ça, c'est le point essentiel, il est interdit aux musulmans de vendre une quelconque denrée alimentaire. Or, les musulmans sont les seuls dépositaires des denrées de première nécessité, c'est-à-dire la farine et le riz. Donc, en fait, on veut acculer les Juifs à la famine pour les amener à la conversion à l'islam. Voilà leur situation en 1878. Et à l'annonce de l'arrivée de ce couple de l'Alliance israélite, les rumeurs sont folles chez les Juifs d'Ispahan. Et Claire nous raconte ce qui se passe. Ces Juifs, oubliés de tous, pensaient avec notre arrivée voir leur situation changer du tout au tout, et ce, du jour au lendemain, pensant vivre sans souci grâce aux subsides. On disait que nous venions distribuer les millions que le baron de Hirsch leur avait légués. On racontait qu'une caravane de 200 chameaux chargés d'or et d'argent nous suivait. Que de légendes, que d'espoirs déçus. Et c'est dans cette ambiance de détresse, d'insécurité et d'absolue misère que le couple est chargé de créer les écoles de l'Alliance israélite. C'est là qu'il arrive. Alors, avec tout ça, il ne pensait pas à un autre écueil encore. Je vous garde encore quelques instants. Il y a un autre écueil sur place. Ce sont les écoles congrégationnistes des protestants. Alors, ce sont des écoles de protestants, comme son nom l'indique, qui n'ont qu'un seul but, et je vous raconterai comment on travaille là-dedans, qui n'ont qu'un seul but, c'est de convertir les Juifs au protestantisme. Et ils vont se heurter à ces écoles congréganistes. Nous verrons qu'ils sont dotés de moyens très importants. Ils vont avoir du mal avec eux et ils vont s'en plaindre à plus d'une reprise. Leur but, la conversion des enfants juifs. Quand ils arrivent à Ispahan, ce couple est complètement dérouté. C'est une autre planète. Et Pierre Lothier en avait fait une description tout à fait cauchemardesque. Mais ils sont pleins d'idéal. Ils pensent pouvoir apporter un peu de civilisation dans ce monde totalement détruit. Le quartier juif, vrai ghetto, est le réceptacle de toutes les ordures, de tous les immondices de la ville. Au ras du sol, des trous béants par lesquels on rentre chez soi. Ça, c'est encore une lettre de Claire. Elle ne dit rien de leur situation personnelle. Je vous y laisse imaginer qu'arrivant là-dedans, ça n'a pas été facile, mais ils considèrent que leur situation personnelle n'a rien à voir, ça ne regarde personne, ils se débrouilleront et ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les Juifs d'Ispahan. Les problèmes s'amoncellent dès leur arrivée à Ispahan. Voilà, alors je ne suis pas arrivé aussi loin que j'aurais voulu. Comme d'habitude, je suis un grand bavard, vous m'en excuserez, mais l'histoire est extraordinaire et vous allez voir la suite. Elle est à l'avenant. Voilà. Merci beaucoup, Georges. Vous pouvez maintenant applaudir. Vous pouvez poser des questions. Bravo, bravo. On reste dans le suspense, là. Oui, vous êtes dans le suspense. Alors, chers amis, restez ici connectés parce que le cours a été avancé cette semaine, parce que la semaine prochaine, à la même heure, on aura un événement particulier, hommage à Bernard et Marianne Picard. On parle justement des écoles, etc. Ils ont beaucoup œuvré, pas dans, comment on dit, pas dans l'Alliance. Pas dans l'Alliance, mais voilà, dans des écoles phares en France. Donc, vous êtes tous invités, ceux qui n'ont pas reçu le lien. Ce sera lundi prochain, Bernard et Marianne Picard. Et donc, dans 2 semaines, on aura la suite avec Georges, c'est ça? Dans 2 semaines, la suite avec moi. Oui, alors 2 choses. Bernard et Marianne Picard n'ont pas eu une vie comme Claire et Albert Confino, mais ils ont fait beaucoup pour le judaïsme français. Ils ont reconstruit des communautés des jeunesses, on leur doit énormément.
La deuxième chose encore, je voudrais souhaiter à tout le monde Purim Sameach et profitez bien. Voilà. S'il y a des questions. Et à vous aussi. Déconfinez bien. Le lien